Si en revanche, vous obtenez les datas par le consentement des gens, déjà, que ce soit du gros hacking ou pas, hein, d'ailleurs, déjà, ça c'est autorisé. Et si vous obtenez les données professionnelles, c'est considéré comme légal. Alors, bienvenue à tous. Hugo, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots avant de débuter. Je peux. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept, donc via l'adhésion de Cyril sur notre réseau La Mêlée, il dispose d'un lunch connecté où en fait on va développer une problématique, hein, dont tu es expert et dont voilà, je ne connais rien moi en gros hacking, donc du coup je vais apprendre pas mal de choses et je vais te laisser la main pour présenter le sujet. Voilà. Et normalement, le format, donc, c'est une petite présentation de 30 minutes et après des questions-réponses à peu près sur la même période, si je ne me trompe pas. Exactement. Très bien. Alors, je débute. D'abord, avant de parler exactement concrètement de ce qu'est le gros hacking, un petit mot sur moi. Donc, à la base, je suis formateur en marketing digital. J'ai fondé une agence qui s'appelle l'agence Cyril Digital et j'interviens à la fois pour des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des écoles. Et dans l'agence, on fait des services de communication de manière classique. Ici, j'avais mis quelques références voilà, qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur nous. Au pire, je pourrais vous donner le support à ceux ou celles qui le souhaiteront à l'issue de la présentation. D'abord, commençons par définir le gros hacking. Alors, le gros hacking, c'est une notion qui a quelques années maintenant et qui a été évidemment, on va dire, testé, inventé et qu'il est toujours parce que les méthodes sont évolutives et que plein d'actions aujourd'hui peuvent être liées au gros hacking. Sur le web, on trouve un peu à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, par exemple, que certaines actions d'inbound marketing classique, c'est du gros hacking et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va le définir ensemble et je vais vous expliquer pourquoi c'est du gros hacking. Souvent, ce sont des actions qui sont à la limite de choses soit légales, soit éthiques, parce que il n'y a pas vraiment eu, on va dire, de précision sur le cadre qu'on peut y donner. Mais la définition, c'est quoi? C'est une démarche qui, elle, est structurée, souvent non conventionnelle, comme vous pouvez lire, pour accélérer la croissance d'une entreprise ou d'un projet ou d'une start-up. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on imagine qu'avec un ensemble d'actions, on va pouvoir produire beaucoup de résultats avec un minimum de moyens. Le terme grosse voulant dire en anglais le fait de faire de la croissance, donc c'est une méthodologie pour structurer sa croissance. Et le terme d'hacking, c'est un petit peu ça qui dit que c'est à la limite du légal ou de l'éthique parfois. C'est un ensemble d'outils et d'astuces qui vont détourner parfois des systèmes et avoir des trucs pour aller plus vite que d'autres. Aujourd'hui, le premier qui a un peu statué là-dessus, c'est Ryan Holiday qui avait imposé ses premières méthodes en précisant qu'une entreprise devait utiliser le gros hacking parce que s'il ne le faisait pas, elle allait croître ou mourir, cette entreprise. Il a notamment écrit plusieurs articles et livres, notamment un sur le gros hacking, justement, qui a défini ses bases. Et vous avez ici, par exemple, voilà, son écrit, sa production la plus courante qui stipule un petit peu les bases du gros hacking. Aujourd'hui, le gros hacking, on peut le diviser en trois types de croissance, que sont le black hat, le grey hat ou le white hat. Ces trois éléments, peut-être que vous le connaissez déjà, ce sont des définitions relatives un petit peu à la manière d'utiliser Internet. White hat voulant dire des méthodes directes, franches, officielles, connues de tous, et black hat étant souvent relié à des méthodes plutôt à la limite du légal, voire interdites parfois, euh, comme par exemple agir sur le dark web. Et le grey hat, c'est un peu à l'entre-deux, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on n'a pas de vérité officielle que c'est interdit, mais c'est pas vraiment éthique. Je vous donne un exemple tout bête de gros hacking que certaines entreprises font aujourd'hui, c'est que quand elles achètent des Google Ads, plutôt que d'utiliser l'achat de mots-clés classiques, elles vont acheter les mots-clés de leurs concurrents pour pouvoir, par exemple, apparaître en haut quand les gens recherchent le site d'un concurrent, bah, ils vont se dire au moins c'est notre site qui va être proposé. Et ça, c'est du grey hat dans le sens où c'est pas officiellement interdit,
Moi, j'en ai même fait un mail à la répression des fraudes qui n'a jamais voulu se statuer, qui n'a jamais voulu nous dire que c'était une pratique illicite, mais c'est pas non plus complètement honnête. C'est à la limite de l'éthique. Et de plus en plus de gens font cette méthode-là qu'on appelle le brand jacking, c'est-à-dire d'aller usurper un peu comment dire, les infos d'entreprises concurrentes. À proprement parler, une des tout premières actions de gros hacking qui a été connue et dont on sait qui a apporté ses fruits, c'est celle de Xavier Niel, qui, quand dans les années 90, il a lancé un service de Minitel Rose, lui, il est allé directement chercher ses futurs clients sur le site 3615 ULA. C'est-à-dire qu'il a lancé le Turbophone directement en payant des ressources pour que ces ressources-là aillent chercher des gens directement depuis le 3615 ULA et il détournait en quelque sorte les clients d'un système vers le sien. Et ça a apporté ses fruits d'ailleurs. Niveau éthique, c'est très limite et ça lui a permis quand même de se faire ses premiers clients sur cette action. Je vais vous en donner plein d'exemples là pour vous montrer un petit peu d'autres types d'exemples qui ont eu lieu en termes de gros hacking. Un autre exemple qui, lui, fait plutôt sourire, mais qui est plutôt, je trouve, limite hein, d'un point de vue du gros hacking, c'est que si on part du principe qu'on jouait au loto. euh, Oui, Michael? Non, non. Ah, Bonjour. je pensais qu'il y avait une question. Bonjour. Un autre exemple, par exemple, c'est que si on jouait tous, si on avait des milliers d'argent à dépenser pour jouer au loto, on pourrait à un moment donné avoir beaucoup plus de chances de gagner. Et il y a une personne, il y a quelques années, qui s'appelle Stéphane Mendel. Lui, clairement, il a acheté directement un nombre de billets de loto qui était en nombre de millions, ce qui lui a permis de gagner 27 millions directement, en fait. Et ça aussi, on peut se dire, j'entends que ça peut prêter à faire sourire, que c'est une action d'un seul coup pour gagner beaucoup à condition d'investir une certaine somme. Un autre exemple, Facebook, à proprement parler, à un moment donné, il y a quelques années, aujourd'hui c'est moins possible de le faire, mais il y a quelques années, un ensemble de petits malins sont allés faire du scrapping sur Facebook, directement soit en allant scraper des annuaires, soit en allant mettre des bots qui, eux, allaient chercher directement les coordonnées des suiveurs sur Facebook, des suiveurs de page ou des profils personnels. Ça, c'est clairement une action illicite. Là, on est clairement dans du black hat, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas officiellement possible. Encore plus avec l'application du RGPD aujourd'hui, c'est interdit d'aller scraper des datas personnelles. Or, si des gens le font encore, on considère que c'est du gros hacking, mais du gros hacking de black hat en quelque sorte. Donc, scrapping, que ce soit des annuaires Facebook, mais même ça peut être fait aussi sur d'autres sites. Par exemple, vous allez sur un forum, vous trouvez une méthode de scrapping des datas de tous les utilisateurs et que ces utilisateurs-là, vous obtenez toutes les coordonnées de ces gens, si ce sont des coordonnées personnelles, c'est interdit normalement. Et pour le coup, certains le font, ce scrapping-là, et d'un seul coup, ils se développent leur base de données par du scrapping. Donc ça aussi, c'est considéré comme du gros hacking. D'autres méthodes, queljob.com, eux-mêmes, quand ils ont lancé leur application et leur site, au départ, pour se faire connaître, eh bien, ils sont allés directement chercher sur les sites des concurrents et se placer leurs annonces, placer leur visibilité sur le site de leurs concurrents directement en plaçant et en allant même parfois jusqu'à chercher l'annonce qui existait de recherche de candidats et en leur plaçant sur leur site web. Vous me dites si je vais trop vite. Moi, ça me paraît évident parce que je suis dedans, mais c'est sûr que c'est. Alors là, pour le coup, ça c'est autorisé. Enfin, c'est autorisé. C'est du grey hat. C'est un peu limite, comme je le disais tout à l'heure. Niveau éthique, c'est assez limite, mais ça n'est pas une pratique officiellement interdite. Donc, on est sur du grey hat. Autre exemple, et celui que je préfère, en tout cas en termes de gros hacking, celui d'Airbnb. Airbnb, quand ils se sont lancés et qu'ils avaient du mal à avoir des clients au départ, eh bien, ils sont allés sur le site de Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis. Et à chaque endroit où ils trouvaient des personnes qui proposaient leur logement directement à la location, ils sont allés voir ces personnes
et ils sont allés les démarcher pour leur dire, regardez, nous, on a une application qui est encore mieux et qui va vous garantir d'avoir plus de visibilité, votre logement mieux mis en avant. Et directement, ils sont allés à la source chercher les personnes qui allaient pouvoir proposer leur logement. Et dans un deuxième temps, ils ont été chercher aussi les personnes qui en cherchaient. Donc, ils sont allés directement faire de la promo sur Craigslist. Autre exemple, et là on passe vers des éléments un peu limites, encore une fois, au niveau de ce qui est légal, les logiciels de piratage. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux tels que Instagram ou Pinterest qui fonctionnent avec des algorithmes de récurrence, d'engagement, de récurrence d'éléments. Si on utilise des logiciels de piratage, je vais vous en montrer éventuellement, d'un seul coup, vous pouvez booster vos comptes sur les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité. Et le plus connu aujourd'hui, et il existe notamment sur LinkedIn, c'est Podawa. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel d'automatisation. Podawa, c'est un logiciel qui permet, quand on y met une URL d'une publication sur les réseaux sociaux, d'avoir d'un seul coup beaucoup de personnes qui vont réagir à cette publication parce que ces personnes-là auront donné leur accord pour avoir une réaction automatisée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous adhérez à Podawa, vous dites oui, je veux obtenir la visibilité d'automatisation de mes communications, mais je donne aussi mon accord pour que mon propre réseau puisse lui-même générer l'interaction à ma place. Et en faisant ça, on se permet de gagner des likes ou des commentaires automatisés. Encore une fois, un exemple de gros hacking. Après, moi, je ne suis pas là pour juger à proprement parler si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis là juste pour vous montrer ce qui existe. Et comme je le dis à la plupart de mes clients, c'est vous qui choisissez la stratégie que vous voulez mettre en œuvre pour utiliser le gros hacking à bon escient. Jusqu'à présent, il y avait un outil en ligne, notamment Tailwind App, que j'ai pas mal observé dans les 3 dernières années, qui était un outil automatisé de gestion des réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Pinterest, qui automatisait la republication. C'est-à-dire qu'en gros, on le sait, notamment les pins, les épingles sur Pinterest, il faut qu'il y en ait régulièrement pour que voilà, l'algorithme aime ça, donc il le propose de plus en plus aux gens. Eh bien, Tailwind App permettait d'automatiser le repostage. Il y en a plein, des logiciels. Podawa, je vous en ai parlé, c'est donc le logiciel d'automatisation qui permet d'automatiser les publications sur LinkedIn. Le souci qui se pose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Podawa, le souci qui se pose sur Podawa, c'est que du jour au lendemain, bah, vous avez certes des likes, mais vous avez aussi un ensemble de personnes qui vont venir se connecter à vous et qui vont venir vous déqualifier votre audience peut-être. Donc ça, moi j'en ai discuté notamment avec une personne qui avait beaucoup utilisé Podawa et je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment utile? Parce qu'au final, sur LinkedIn, tu t'es développé une énorme communauté, mais est-ce que tu as vraiment une emprise sur cette communauté? Est-ce que les gens te connaissent? Est-ce qu'ils t'apprécient? Est-ce qu'ils te suivent? Et est-ce que tu peux dire que tu as des potentiels clients et tu sais qui c'est? Il me dit, bah non. Il me dit, aujourd'hui, je suis arrivé à 4 ou 5 000 contacts, je ne sais plus comment il m'a dit, et j'ai l'impression que je n'ai plus du tout de notion de qui est quoi et de à quoi peut me servir le réseau social. C'est un petit peu vous voyez, l'effet pervers d'un outil d'automatisation, c'est que d'un seul coup, certes, on a fait du gros d'un seul coup, bim, on a une grosse audience, mais on n'a plus d'emprise et on ne sait plus comment la gérer. Donc ça peut avoir une certaine portée, mais c'est quand même assez risqué. Le brandjacking, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui est éthiquement tendancieux puisque ça permet d'aller, on va dire, d'aller utiliser les mots-clés de vos concurrents. Souvent, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous avez un produit qui pourrait être vendu par Decathlon. Bon, vous achetez Decathlon comme un mot-clé sur Google Ads et comme ça, vous êtes sûr d'apparaître en haut directement dans les recherches de Decathlon. C'est un moyen de se garantir une clientèle qualifiée qui arrive sur notre site et qui pourrait découvrir votre produit. Moi, ce qui me dérange avec le brainjacking, c'est quand on est une marque et qu'on n'est pas très connu, très honnêtement, si quelqu'un écrit Decathlon et qu'il arrive sur un autre site que Decathlon, je suis pas sûr qu'il y reste, hein. Mais c'est ma philosophie. Le brainjacking, à mon sens, je vois pas vraiment d'utilité, sauf si vraiment on est sur voilà, des entreprises vraiment similaires et de ne pas avoir acheté des mots-clés de grosses entreprises. Vous voyez,
parce que quand les gens ont déjà une adhésion à une marque, il n'y a pas de raison pour qu'ils achètent sur le site d'une autre marque. Mais j'ai des clients pour qui c'est arrivé. En l'occurrence, Créa Lunch, qui étaient des clients à moi à Montréal. Ils ont eu à un moment donné un passage télé, donc ils ont eu énormément de monde qui est venu s'intéresser à eux. Au bout d'un moment, leurs concurrents, ils ont acheté Créa Lunch comme mot-clé sur Google pour avoir leur trafic qualifié qui arrivait sur leur site web. Et puis, il n'y a rien qu'on puisse faire de ça, hein, parce que moi, j'ai contacté la répression des fraudes. Ils n'ont pas du tout voulu se mouiller à nous donner une réponse officielle si c'était une pratique qui était légale ou pas. J'aimerais bien justement avoir un écrit qui nous dise que oui, c'est légal ou non, c'est pas légal. Après, éthiquement, ça ne l'est pas, évidemment. Donc, les grands principes du gros hacking, c'est quoi? C'est que pour le mettre en œuvre, d'abord, dans un premier temps, il va falloir se poser la question qui sont nos personas et éventuellement comment je peux essayer de trouver les failles pour les joindre. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un moyen d'arriver à un endroit où tous nos personas seraient pour, s'il y a une faille officielle, l'utiliser à bon escient. Exemple, les groupes Facebook. Alors là, je le donne parce que tout le monde le fait. Les groupes Facebook, est-ce que ça vaut le coup d'aller communiquer sur son offre, sur ses produits dans des groupes Facebook? Il y a 10-15 ans, ça pouvait avoir une petite impact. Aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus restreint. Michael, vous aviez une intervention? Non. Bon, c'est un exemple, les groupes Facebook. Il y en a plein hein, des autres possibilités. Est-ce que, par exemple, mutualiser par un système automatisé l'envoi de ces nouvelles, je sais pas moi, de ces nouvelles URL de sites internet sur des forums, est-ce que ça serait vraiment intéressant d'un point de vue du gros hacking? C'est une question à se poser. Mais la première question à se poser, c'est effectivement où sont nos personas et est-ce qu'il existe des failles qui me permettraient d'utiliser un accès à ces personas? La deuxième étape, ça serait d'estimer le coût de cet investissement. Parce que pour certaines actions, le gros hacking peut être le coût d'une ressource d'une personne. Pour d'autres, ça va être un certain coût officiel. Les logiciels dont je vous ai parlé tout à l'heure, Podawa ou autres logiciels d'automatisation tels que Tailwind, c'est coûteux, ça n'est pas gratuit. Les Google Ads, si on fait du brainjacking, c'est coûteux aussi. Donc, il faut quand même essayer d'estimer le coût d'investissement de cette manœuvre et valider sa faisabilité. L'étape 3, c'est de réaliser l'action. Idéalement, il faut quand même qu'il y ait une certaine récurrence à cette action. On va devoir effectuer des périodes de test et on va pouvoir peut-être faire progresser cette action. Peut-être qu'on l'aura mal mise en œuvre dès le départ et qu'il faudra la faire évoluer. Enfin, l'étape 4, c'est l'analyse du retour sur investissement de l'action et se fixer des analyses de trafic, de conversion, voire parfois de notoriété digitale ou de netlinking. Aujourd'hui, pour toute action digitale, vous le savez, on a la possibilité de mettre des KPI et si on fait des actions sans les mesurer, ça n'a aucun sens. L'idée derrière le fait d'avoir des KPI de ce qu'on fait, c'est de progresser dans notre action et d'avoir des meilleurs résultats la fois d'après. Si je résume, le gros hacking, c'est donc des actions non conventionnelles, certes, à partir du moment où tout le monde le fait, ça n'est plus une action de gros hacking. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure avec le fait de faire de la pub dans les groupes Facebook. Mettons que vous avez une page Facebook, les gens ne viennent pas la voir. Il y a 10 ans, vous aviez un peu d'engagement, vous aviez des commentaires. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, c'est très compliqué. Vous vous dites, je vais aller communiquer dans les groupes Facebook. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, ça n'est plus une action de gros hacking. Limite, ça a beaucoup moins de portée et les gens ne s'abonnent plus à une page parce qu'ils ont vu une communication dans un groupe Facebook. C'est un peu fini, si vous voulez. Le gros hacking, c'est censé être quelque chose un peu à part, un peu à l'extérieur et qui n'est pas encore démocratisé. D'autres exemples qui pourraient être mis en œuvre, tels que des actions de gros hacking. Déjà, des programmes de recommandation. Un peu comme Boursorama, par exemple, à ses débuts, pour faire boule de neige, est-ce que je ne peux pas créer un programme de recommandation auprès d'un ensemble de gens qui, eux, vont d'un seul coup me permettre d'avoir des leads qui vont s'offrir à moi par ce programme de recommandation?
Également, faire du benchmark de backlink. On le sait aujourd'hui, le SEO fonctionne avec du netlinking beaucoup. Donc, si je ne sais pas où est-ce que je peux faire du netlinking, est-ce que le fait d'aller copier les backlinks de mes concurrents va me permettre aussi à moi de mieux me positionner? Ça, ce n'est pas une action qui est illégale et c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en place. Ça reste une technique d'ailleurs assez courante pour faire augmenter son rang d'autorité. Le guest blogging, beaucoup plus simple, pour faire du netlinking, créer un petit peu du blogging d'invités sur d'autres sites me permettra aussi de générer du netlinking positif pour mon site. Enfin, créer une landing page pour récupérer de la data et savoir comment mettre en œuvre une action qui va vraiment donner envie aux gens de laisser leur data, ça c'est intéressant. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent des e-books ou des livres blancs, des e-books, des solutions pour donner une partie de contenu à leur audience en espérant pouvoir qu'un jour ils viennent chercher des services payants. C'est une solution aussi. Donc ça, évidemment, il faut fonctionner avec une landing page dans laquelle on espérera récupérer des emails pour recontacter nos prospects potentiels. Également, petit rappel sur le ROI, donc les KPI. Mesurer ces actions est important, dont je l'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va les mesurer? Donc, sans outils tiers, vous avez l'occasion de mesurer l'ouverture d'email, bien entendu, des formulaires spécifiques que vous aurez mis en place sur la landing page ou autre. Et évidemment, on va essayer de savoir qui est venu sur notre site et qui a peut-être laissé ses coordonnées. Si on part vers le scrapping, il y a des outils qui permettent de savoir et d'avoir les emails des gens qui viennent sur notre site. Je vous le dis, c'est illégal aujourd'hui à cause du RGPD, mais GetQuanti, c'est une solution très chère et cette solution permet d'avoir les emails de toutes les personnes qui passent sur notre site web. À mon avis, dans 6 mois, quand le RGPD sera vraiment en application, qu'il n'y aura plus d'options officielles, normalement, ça devrait être rendu illégal, complètement illégal. Là, pour l'instant, il y a une sorte de zone grise que les gens utilisent encore un peu. Google Analytics, vous le savez, est en train de se mettre raccord avec le RGPD. Normalement, tout ce qui est traçabilité des cookies et compagnie fera qu'on aura beaucoup moins accès aux data de nos personnes. Et donc, aujourd'hui, on peut encore récupérer une partie de data qui est de la data qu'on peut utiliser en gros hacking. Les codes promo aussi. Tout ça, c'est des petits outils qu'on peut utiliser en KPI pour le ROI. Après, pour des vrais outils et le fait d'aller chercher des solutions parfois payantes, hein, utiliser des URL traqués, des outils tels que clickmeter.com ou LinkTracker, tout ça, ce sont des logiciels automatisés qui vous permettent d'avoir accès à beaucoup de choses. Nous, on utilise un outil qui, quand on lance un email, vous l'utilisez peut-être d'ailleurs, on sait exactement qui l'a ouvert, qui a cliqué dedans et si oui ou non la personne elle s'est retrouvée sur la landing page. Si je résumais, je dirais qu'il y a 3 grands types de gros hacking. Et il y en a certains que je pratique au sein de mon agence et d'autres qui sont plus de l'ordre du black hat, donc que je ne vais pas préconiser. D'abord, il y a le gros de contenu. Le gros de contenu, c'est pour toutes les personnes qui font du contenu, que ce soit du contenu sur un site web ou sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est comment s'assurer que ce contenu-là, de plus en plus de gens le voient. Et il y a plein d'astuces, il y a plein de fonctionnements. Et ça, moi, ça fait partie des solutions qu'on vend aussi dans notre agence pour s'assurer que juste cliquer sur scène sur les réseaux sociaux, c'est pas suffisant et donc qu'on veut quand même que notre contenu soit vu. Donc là, il y a des solutions et c'est une partie du gros hacking qui est légale et que je préconise, j'engage vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées par le gros hacking de se poser la question, est-ce que vous avez tout fait pour être sûr que votre contenu il est vu? Ça, c'est une première chose. Le deuxième type de gros hacking, c'est le gros de data. Et pour moi, la plupart du temps, il est à la limite du scrapping. Il est très, très limite aussi d'un point de vue éthique. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas sur le point de vue personnel. C'est-à-dire, je ne vais pas capter les datas personnelles. Il y a un outil que j'utilise et que je présente en formation, qui est un outil LinkedIn, qui permet d'aller chercher les données professionnelles. Et ça,
ça ne concerne pas le RGPD. C'est-à-dire que cet outil que j'utilise, qui est un plugin intégré, en l'occurrence, me permet d'aller capter les datas professionnelles de personnes sur LinkedIn. Et là, pour le coup, on est dans une sorte de zone grise qui dit qu'on peut l'utiliser. Alors, après, on peut débattre du cadre éthique du fait de chercher cette data ou pas. La réalité, un jour, un stagiaire en formation m'a dit, il y a 15 ans, on achetait le Compass. Aujourd'hui, si on utilise ça, c'est à peu près la même chose. Je suis assez d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez le Compass, mais à l'époque, c'était l'annuaire des professionnels et que LinkedIn est rendu aujourd'hui un annuaire de professionnels en quelque sorte. Enfin, le troisième type de data, le troisième type pardon, de gros hacking qui est encore différent, c'est le marketing automation. Et celui-là, c'est le fait d'utiliser des outils justement pour mettre en place des boucles avec séquençage de mails et d'assurer le fait que ces emails-là joignent nos audiences. Et là, il y a plein d'outils, mais il y a aussi des choses qui sont parfois trop automatisées. Moi, je reçois par LinkedIn des mails automatisés qui sont des outils utilisés avec des outils d'automatisation. Je ne suis pas certain que ça donne des très grands retours sur investissement et je pense qu'on est en deçà de 1% de réponses positives parce que l'automatisation, à mon sens aujourd'hui, avec le gros hacking, dans ce cadre-là, donne pas beaucoup de résultats. Je préfère beaucoup de loin mêler le gros hacking à des actions plus humaines, plus de proximité avec nos audiences, plutôt que d'utiliser que du marketing automation qui va me permettre d'incendier et d'infester un petit peu le monde entier d'emails ou de choses comme ça pour avoir un retour proche de zéro. Dernièrement, peut-être que vous avez entendu parler de la série qui a été faite sur le fondateur d'Uber. Je vous la conseille d'ailleurs, elle est très intéressante et il y a plein d'exemples de gros hacking dedans. Elle s'appelle Super Pump. Et en l'occurrence, elle explique comment Travis Kalanick, à l'époque, quand il a créé Uber, il a demandé à ses salariés directement de se connecter à des logiciels de ses concurrents pour aller chercher leurs data, pour aller récupérer leurs clients et même les chauffeurs de concurrents. Et il y a un passage que j'avais extrait dans une petite vidéo où le développeur web lui dit mais est-ce que je dois vraiment faire ça? Et il y a son boss qui lui dit, il va falloir que tu reconsidères un petit peu ton métier si tu n'es pas capable de nous le faire. Et là, le commentaire de la voix off dit, et là vous avez le sous-titrage ici, oui c'est faisable, pas trop légal. D'où après l'enjeu qu'a eu Uber avec Apple, parce qu'Apple a retiré l'application Uber pendant plusieurs mois en disant vous utilisez des pratiques qui vont à l'encontre de notre philosophie de la protection des data, etc. Mais c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'ils ont contourné le système par un outil d'automatisation de scrapping. Je l'ai dit tout à l'heure, aller chercher les coordonnées des professionnels sur LinkedIn, c'est une action de gros hacking. Que vous le fassiez par les outils de LinkedIn, tels que le Sales Navigator, que vous le fassiez à la main par des recherches individuelles, ou que vous le fassiez par l'outil Casper ou l'outil Lusha, qui sont deux plugins pour capter les datas, ce sont des outils de gros hacking. Ça va alimenter votre base de données à condition que ce soit des mails professionnels. Il y a encore un autre outil qui est très pratique, enfin même deux, je dirais, pour alimenter les bases de données. Vous avez Rapportive, qui est un plugin qui va s'afficher sur Gmail lorsque vous avez l'email d'un contact. Ça va vous mettre à droite toutes les autres coordonnées de vos contacts. Et vous avez Hunter en ligne, qui est la possibilité d'aller chercher dans une entreprise les mails pro des personnes qui sont enregistrées professionnellement dans un réseau social. J'ai parlé de GetQuanti tout à l'heure. C'est un logiciel très, très cher. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est très, très cher. Ça permet d'aller chercher les IP et les emails des personnes qui passent sur votre site web. Là, on est clairement sur du scrapping. Un petit résumé quand même de ce que c'est que le scrapping et ce que ça peut en coûter si vous décidez d'aller vers ça. Le scrapping, vous l'avez ici, c'est
jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende si c'est prouvé, et si donc vous avez récupéré des fichiers d'une base de données mal protégée, tels que les réseaux sociaux ou votre site web. Donc attention quand même au scrapping. Voilà, après j'aime bien faire interagir la communauté sur d'autres idées qu'ils pourraient avoir sur le gros hacking, mais je pense que j'ai déjà utilisé les 30 minutes qui m'étaient imparties, donc je vais arrêter un petit peu là-dessus et je vais maintenant vous donner la parole si vous avez des questions. Yes. Déjà, merci Cyril pour ta présentation et la clarté du déroulé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Michael, peut-être? Tu as mis ta caméra. Oui, j'allume ma caméra. Bonjour, bonjour et merci pour cette présentation. Je suis arrivé un petit peu tard malheureusement. J'ai eu des problèmes, bien entendu, de Teams comme d'habitude. J'avais une question, sur, le gros hacking, je pense que j'en avais un petit peu fait, il y a très longtemps au début des sites web. Ça remonte en 98-99. C'était assez facile, hein, c'était justement essayer d'utiliser des mots-clés pour tromper, les moteurs de recherche. Ouais. Mais depuis, je pense que est-ce qu'il y a un site internet qui recense toute la législation sur le domaine maintenant qui est arrivée dans les différents sites? Sur le gros hacking? Ouais, Bah, c'est ça le problème, c'est que comme on est dans des actions à côté, à part, un petit peu non conventionnelles, non seulement moi, ce que je lis sur le web, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à boire et à manger. Il y a plein de gens qui mettent des actions de base qui sont pour moi des actions plus de inbound marketing classique dans le gros hacking. Je sais pas, moi j'ai vu des fois des gens qui disaient mettre en place une newsletter avec une landing page, c'est du gros hacking. Bah, pas forcément, ça dépend comment vous communiquez sur la landing page. Si la landing page elle est juste sur votre site web et que les gens sont invités s'ils sont d'accord avec ça, c'est pas du gros hacking. N'importe qui peut le faire. oui, Euh, l'important, c'est de savoir ce qui est légal et pas légal, en fait, hein, c'est alors, ce qui est important entre le légal et le non légal, c'est la data personnelle en fait. Si vous allez capter des data personnelles sans l'accord des gens, c'est illégal. C'est considéré comme du scrapping et que vous le vouliez ou non, là, la répression des fraudes pourrait clairement dire vous êtes dans une pratique qui n'est pas autorisée. Si en revanche, vous obtenez les datas par le consentement des gens, déjà, que ce soit du gros hacking ou pas, hein, d'ailleurs, déjà, ça, c'est autorisé. Et si vous obtenez les données professionnelles, c'est considéré comme légal. Attention toutefois, la subtilité du RGPD dit que les datas professionnelles, normalement, doivent être communiquées. Quand vous rajoutez quand vous trouvez les données professionnelles d'une personne et que vous voulez les utiliser du mailing, normalement, la personne doit en être informée. C'est ça le cadre de l'utilisation des données professionnelles. Après, comme la CNIL a quand même beaucoup à faire déjà avec les données personnelles, ils font moins sur le pro, mais normalement sur le pro, il faut accepter d'être dérangé d'une manière générale quand on est pro parce que voilà, nos coordonnées sont mises partout sur le web d'une manière générale. Donc, on peut dire, nous, ça nous arrive hein, de temps en temps des gens qui nous disent où est-ce que vous avez eu nos coordonnées? Bah, elles sont partout sur le web. Normalement, si on veut travailler en B2B ou si on veut être professionnel, on veut que nos coordonnées soient trouvables. Donc, que l'on les ait piochées sur LinkedIn ou ailleurs, c'est officiellement légal. d'accord, merci beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait une course contre la montre, donc si c'était un petit peu trop rapide, n'hésitez pas à me reposer des questions à proprement parler. Voilà, des exemples de gros hacking, il y en a des dizaines. C'est sûr que moi, je vous en ai recensé voilà, une petite dizaine, mais il y a peut-être des choses que vous avez déjà fait qui sont de l'ordre du gros hacking. Et c'est sûr que voilà, beaucoup de gens l'utilisent et parfois on en fait sans même le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a Marie qui est en train de l'écrire sur la conversation, donc peut-être qu'il y aura. Non, c'était pas une question à Trop proprement parler. de félicitations. Moi, j'ai une question purement financière. Le coût, quand on compare, parce que tu as parlé effectivement, certains logiciels sont coûteux, certaines campagnes sont coûteuses, etc. Alors, Par rapport à une des campagnes classiques de ouais, marketing digital. Casper,
Podawa, Tailwind, c'est pas très cher, je vous dirais, c'est à peu près dans les 50 ou 60 euros par mois si vous utilisez les crédits qu'ils vous donnent, qui déjà est une bonne base. Hein. De mémoire, c'est à peu près ça. Après, GetQuanti, et donc le fait d'aller chercher le scrapping, c'est beaucoup plus cher, je crois, de mémoire, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. GetQuanti, je pense que c'était quelque chose comme 200, 300 ou 400 euros par mois. Donc c'était quand même déjà beaucoup plus. Après, le coût, ça peut être le coût d'une ressource qui va travailler là-dessus. Si vous prenez quelqu'un voilà, à mi-temps pour faire du gros hacking pour votre entreprise, que ce soit en interne ou en externe, bah, ça sera le coût de son travail à proprement parler. Et ensuite, le rapport entre efficacité et efficience sur ce genre de campagne. Alors ouais, effectivement très intéressant comme question. Comme je le disais, pour moi, il y a des trucs qui valent presque plus le coup à faire. C'est notamment tout ce qui est diffusion, multidiffusion sur les réseaux sociaux. Je veux dire, faire de la communication dans les groupes Facebook. Aujourd'hui, les groupes sont infestés de pubs, donc je pense que ça a pu de porter. Sur les groupes LinkedIn, n'en parlons même pas. Je pense que ça sert à rien. Après, moi, j'essaye plein de petites choses, mais ne serait-ce qu'il y a des petites astuces, des fois, ça coûte juste un peu de temps et puis ça peut des fois pas donner des résultats. C'est par exemple, vous avez une présence digitale voilà, sur une communication que vous avez faite sur YouTube et que mettons sur YouTube, vous avez juste fait un petit élément et d'un seul coup, 6 mois après ou un mois après, vous faites un autre support en lien avec ça, bah, pensez à remutualiser ce support sur les communications précédentes. Rien que ça, c'est des petites astuces qui sont légales et qui peuvent parfois porter leurs fruits. Ou vous faites du contenu sur vos réseaux, bah, comment le faire connaître ce contenu, peut-être utiliser des forums ou vous voyez, tels que Reddit ou Medium ou des choses comme ça. Si vous laisse communiquer, ça prend du temps, mais ça peut parfois faire venir la bonne personne à vous aussi, parce qu'on le sait, bah, les liens sont cliquables et permettent d'avoir des retours. Mais évidemment, il faut se mettre en place des KPI pour s'assurer si les gens cliquent, parce que si personne clique, au final, c'est que ça n'aura pas été utile. Moi, la plus grosse opération de gros hacking que j'ai fait dans le passé, ça va vous paraître tout bête, mais j'avais il y a 5-6 ans, et là, c'est pas du tout un truc que je fais pour des clients, c'était pour moi il y a 5-6 ans. On avait un site spécialisé voilà, dans une plateforme cinéma, et on remettait un prix tous les ans. Et à un moment donné, on réfléchit, on se dit comment être sûr que d'un seul coup, il y a beaucoup plus de gens qui viennent participer à ce prix et viennent nous suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien, on s'est dit, on va mettre en place un système, plutôt que de faire voter un jury et de mettre en place un système de vote en ligne sur les réseaux sociaux, on va le mettre sur une grille, sur une page landing page, et on va proposer à toutes les personnes qui souhaitent faire partie du jury public de s'inscrire. À partir de ce moment-là, toutes les personnes qui voulaient participer, d'un seul coup, sont allées soutenir leur propre on va dire, poulain. Et on a eu non seulement un nombre de data incroyable, je ne sais plus combien il y a de personnes qui ont participé, et d'un seul coup, nos réseaux sociaux ont doublé parce qu'ils voulaient tous participer à notre opération. Donc, vous voyez, c'est plus d'ingénierie sociale, là. Hein. Oui, clairement. Là, c'était vraiment se poser la question, où peuvent être nos personas intéressés par notre événement ou notre élément et comment je peux le diffuser. Et là, pour le coup, comme chacun avait des ambassadeurs, bah, les ambassadeurs font le boulot derrière, etc., etc. Mais effectivement, on est plus de l'ordre de la communication digitale et du social qui peut aller avec. Après, aujourd'hui, bah, il y a plein de micro choses qui peuvent marcher. Il faut vraiment se poser la question. Nous, en communication digitale, après, c'est vrai que on essaie de chercher aussi avec nos clients quelles sont les avenues qu'on peut utiliser aussi un petit peu en grosse pour ne pas juste faire scène sur une communication. On le sait, hein, les communications aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. Donc, si on a juste la mission de faire de la communication digitale et après partir, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas intéressant. Effectivement, il va falloir animer. Je suis en train de me dire aussi, après c'est plutôt la communication, mais par exemple, faire tester un produit, justement, gracieusement,
Ouais. Ou par exemple avec des journalistes, ça peut être aussi quelque part du gros hacking. Hein. Complètement, complètement. Bien sûr. Nous, on l'utilisait aussi en partie. Alors, à une certaine époque, j'étais responsable des ventes au Canada pour Couche-Midi, et c'est vrai que l'une des philosophies de la marque, c'était d'aller essayer d'utiliser beaucoup les ambassadeurs. Et dans les ambassadeurs, il y avait des ambassadeurs digitaux, et ces ambassadeurs-là, c'était des personnes qu'on savait qui, eux, allaient derrière communiquer sur nos produits. Donc, on leur réservait toujours la primeur de lancement produit, on les chouchoutait, on leur donnait un ensemble de cadeaux tous les ans pour être visibles dans leur communauté. Même chose avec on va dire nos blogs qu'on avait dans certains milieux de la presse, parce que tirer la bonne ficelle peut nous permettre d'avoir la visibilité qu'on veut, mais c'est de la communication, on est d'accord. C'est pas à proprement parler une action de grosse, vraiment telle que je vous en ai présenté certaines dans le déroulé de la formation. Dans les personnes qui sont là aujourd'hui, vous êtes dans quel domaine d'activité pour que je vois vous donner des exemples aussi, par exemple? Ce qui concerne, c'était communication et innovation. Donc, Ouais. Moi, je suis... Ah, pardon, j'ai coupé quelqu'un. non, Je suis vas-y. consultante en marketing digital et justement, j'assistais à ça parce que les clients, parfois, mais c'est ce que vous disiez au début, confondent un peu le marketing digital classique et le growth hacking. C'est un peu le buzzword que tout le monde veut employer. Donc, c'est intéressant de voir la différence entre aussi les deux. Je vous l'entendre dire vu que vous êtes spécialiste. Donc, voilà, marketing digital. Et du coup, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit pour voir comment le déployer éventuellement ou conseiller à des clients qui seraient intéressés par ce type d'action. Alors, on est d'accord que nous, enfin, moi, je le montre en formation, je le propose aussi à mes clients, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'agences ou de consultants qui peuvent le proposer en termes que service aussi. La difficulté, c'est de chiffrer le coût de la ressource qui est la vôtre si vous êtes consultante digitale, à savoir combien de temps vous pouvez y passer et derrière, quel retour sur investissement vous pouvez garantir à vos clients. Ce qui est beaucoup plus compliqué de donner un retour sur investissement, puisque c'est en testant qu'on se rend compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Oui, pas facile à vendre si on n'est pas sûr derrière que ça transforme, comparé à d'autres outils où on a plus l'habitude comme, je sais pas, du SEA ou peu importe. Exactement. C'est pas simple tout de suite. Ouais. Exactement. Mais moi, ce que je fais la plupart du temps pour essayer de convertir mes clients, je leur dis, vous savez quoi, je vous le propose de le tester voilà, pendant une semaine, enfin une journée, pendant une semaine ou deux, à titre voilà, complètement gratuit. Et vous verrez si vous voulez le renouveler. Et dans ces cas-là, on s'organise autrement. C'est toujours le principe du freemium en quelque sorte. C'est osé. Et pourquoi Oui, pas. voilà, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je me dis ces idées-là sont bonnes, mais même moi, en quelque sorte, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la certitude que ça va marcher. D'une activité à l'autre et d'un client à l'autre, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Voilà. Donc hier, j'ai un client qui me demandait, tiens, j'ai été approché par une personne, est-ce que tu peux me donner son avis? Alors, je suis allé analyser tous ses réseaux sociaux, le site web et compagnie, je lui ai donné mon avis et je lui ai donné, moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu as besoin de mon avis pour savoir si c'est pour la distribution ou pour de l'influence? Parce que c'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, c'est quand même complémentaire à des campagnes. Ah bah, au-delà C'est un plus. Donc, au-delà de complémentaire, moi, je dirais que ça devient indispensable. d'accord. À moins de se dire, je vais mettre des budgets en SMA pour les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, ou en SEA pour ceux qui veulent utiliser par Google Ads, je veux dire, à un moment donné, tout le monde n'a pas forcément des gros budgets à mettre là-dessus. Faut aussi trouver par ailleurs. Et puis, moi, je vais être honnête, je pense que le SMA, notamment Facebook, ça marche encore, mais je pense qu'il va y avoir une limite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus difficile que ce soit rentable. D'ailleurs, je lis en ce moment que la plupart des gens comme moi qui travaillent en SMA sur Facebook, non seulement le coût par clic a beaucoup augmenté ces derniers temps, et les retours sur investissement sont bien moins intéressants qu'il y a encore 3-4 ans. Et je parle juste de Facebook. Sur Instagram, pour moi, je trouve que le résultat, il est nul en ce moment en SMA. Donc, il faut trouver d'autres avenues. Si les personnes veulent faire du gros hacking sur Instagram, quelles peuvent être les avenues?
Et alors là, du coup, je pose une question, mais pourquoi tu trouves que le résultat et le ROI, du coup, j'imagine, est en chute sur Facebook ou sur Instagram? Qu'est-ce qui... Alors, déjà, les gens, d'une manière générale, les gens aujourd'hui ne se comportent plus de la même manière sur Facebook qu'il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, Donc sur la résilience de l'utilisateur. Voilà, aujourd'hui, les gens scrollent de plus en plus et ils se laissent plus trop avoir par le fait de commenter, jouer à des jeux concours, tous ces trucs-là. Et donc, et paradoxalement, l'intérêt descend, mais lui, le coût augmente. Donc, vous voyez, il y a un moment donné où c'est plus logique, en fait. Facebook manque aujourd'hui de revenus, on l'a vu, parce qu'il investit dans d'autres avenues, donc ils se disent on va essayer de chercher l'argent ailleurs. Mais le problème, c'est que cet argent, si ça devient de plus en plus cher à financer des SMA, les gens vont plus en faire ou vont essayer de trouver justement du gros hacking qui sera peut-être des ressources qui vont le faire et non pas uniquement de la publicité géociblée. Donc, ou géociblée, géolocalisée. Globalement, il est possible aussi de faire un peu de gros hacking sur Facebook, comme je disais, mais avec la nouvelle structure des pages, je trouve que ça devient plus complexe. Parce qu'ils ont mis en place un système. Par exemple, il y avait un truc de gros hacking que tout le monde faisait. Les community managers, par exemple, quand ils ont une dizaine de pages à gérer et qu'ils avaient une communication, bah, directement, ils allaient liker et commenter d'une page à l'autre. Ça se faisait et c'était un moyen de s'assurer qu'ils allaient avoir de l'engagement et des likes. Sauf que Facebook s'est rendu compte de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? À partir du moment où les likes étaient toujours les mêmes, ben, d'un seul coup, il bloquait les comptes. Alors au départ, pendant quelques heures, et puis après, pendant quelques jours. Et au bout d'un moment, bloqué complet. Donc aujourd'hui, on entend plein de gens qui disent ouais, on m'a bloqué mon compte. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas fait quelques mesures qui soient un peu à la limite de ce qui est censé être fait? D'ailleurs, sur Podawa, le même usage sur LinkedIn, je le lis énormément. La plupart des gens disent qu'ils commencent à avoir des warnings de LinkedIn qui disent attention, votre usage de Facebook n'est plus le même que d'habitude. Mm. D'autres questions avant de clôturer? Anybody? Nobody? Bon, bah, c'est bien, après on est un peu moins d'une heure, donc si quelqu'un voudra revoir la conférence, c'est pas trop long, parce qu'après sinon... Ouais, tout à fait. Quoi qu'il en soit, là, pour vous expliquer, en fait, la conférence est enregistrée, donc on la mettra en ligne très prochainement par notre service régie. Cyril, si tu peux nous faire parvenir ta présentation, comme ça on pourra aussi la voir a posteriori avec tes coordonnées, si des gens souhaitent rentrer en contact avec toi pour X ou Y raison, voilà. Ça serait la suite. Ouais, tout à fait. Alors, merde, je pensais que j'avais mis mon copyright sur la présentation. Bah, il y est dans la plupart, mais bon, peu importe. De toute façon, je vous la fournis en PDF. Et, oui, je mettrai, bah, si vous pouvez mettre éventuellement mes coordonnées en dessous de la vidéo quand vous la placez. Bien sûr. Oui, tout à fait, on s'occupe de ça. Ça marche. Super. Enfin. Bon, bah, merci à tous pour votre attention, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour ta presse, ouais. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, Merci. Merci beaucoup. De même. Merci. Au revoir. Au revoir.